derrière vous. Bonjour. Bonjour. C'est une question pour l'être humain. Imaginez que vous habitiez à la frontière franco-suisse. Vous avez une petite maison avec un jardin. Et il y a tous les jours une dizaine, une quinzaine de migrants qui passent, qui ont moins de 18 ans, qui ont galéré, qui ne parlent pas le langue. Qu'est-ce que vous faites? Vous, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous faites? Vous les accueillez, vous les aidez, vous les hébergez dans la grange, vous appelez la gendarmerie, vous fermez la porte, tout ça est possible, hein, je ne sais pas. Je m'inquiète, pas que pour moi, je considère que c'est juste inadmissible. Que quoi, qui passe dans votre jardin? Qui passe dans mon jardin, oui. D'accord, maintenant ils y sont, ils ont 12 ans, 15 ans. Oui, d'accord, je tire la sonnette d'alarme, je ne sais pas par quel biais, le député du coin... Non, tout de suite le soir, hein, vous appelez pas le député du coin, vous appelez la police, la gendarmerie... Parce qu'il y a 15 personnes dans mon jardin? Ouais. Oui, je fais respecter la loi. Qui ont 12-15 ans. Ah, oui, très bien, mais je fais respecter la loi. Quelle loi? La loi... La loi qui fait que vous n'avez pas le droit d'être dans le jardin, la propriété privée. Alors ils sont dans la rue juste devant. Oui. Ils ne sont pas dans votre jardin, mais ils galèrent quand même. Hein. Ouais, c'est une question de 3-4 mètres, mais ils sont là et ils galèrent. Je vote Marine Le Pen. Voilà ce que je fais. Le soir même? Parce que je ne crois pas à l'efficacité. Non, mais 3 mois plus tard. On peut mobiliser les autorités, les élus. Mais ce que vous décrivez est assez classique. Hein. Je veux dire, il y a des cas moi, à Forbach, j'ai le souvenir d'une dame qui, dans le fond de son jardin, a un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Sympa. Sympa, mais allez voir pour elle si c'est sympa. Non. Vous irez voir si c'est si sympa que ça. C'est pas si sympa que ça quand vous habitez là-bas, surtout quand votre valeur immobilière s'est effondrée aussi. Vous ne pouvez plus revendre. C'est horrible quand on pense à tous ces gens qui font baisser le prix de l'immobilier dans votre jardin. Mais vous pouvez regarder les choses comme ça en salon et en chambre en discutant, mais quand vous êtes confronté, vous êtes ouvrier, vous êtes ouvrière, il y a des gens qui sont confrontés à des décisions simples. Vous avez économisé, vous avez acheté un un pavillon et qui vaut plus rien non, parce que vous avez honnêtement ça. Sérieux. Vous me parlez de la valeur de l'immobilier. On parle de gens qui sont en train de crever devant chez vous. Eh bien, écoutez, monsieur, vous votez Marine Le Pen, c'est ça la solution? Je vote Marine Le Pen, je fais appliquer la loi et en même temps, je vote Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que je sais que Marine Le Pen n'a pas ce faux projet humaniste, faussement humaniste, de faire venir des millions de migrants ici. Vous savez qui demande les millions de migrants? J'espère que vous le savez. C'est le grand patronat allemand. Voilà. Ne croyez pas que Mme Merkel est une philanthrope magnifique qui un jour s'est réveillée en disant je suis bonne et donc moi je vais accueillir 1,5 million de migrants. Mme Merkel, elle a une demande de l'industrie allemande qui lui demande de faire baisser les salaires, voilà, pour rester compétitif. Et donc on lui a dit écoute, l'Europe de l'Est ne suffit plus, les travailleurs détachés. Très pratique. On n'est pas l'Allemagne du tout. On n'est pas l'Allemagne. Micro. C'est Berlin est la ville d'Europe qui a accueilli le plus de migrants. Exactement. Donc elle n'aurait pas accueilli autant de migrants si ce n'était pas le cas. Et elle en est fière. Même si parmi un de ces migrants, avec ce que vous venez de dire. Si parmi un de ces migrants, il s'est trouvé qu'il y avait un terroriste qui a tué 7 personnes récemment. Mais c'est pas un problème. Elle a dit, moi je continue. Moi je continue. Alors, je veux dire, moi je préfère qu'on les aide là-bas. Vous voyez, qu'on renforce. Moi aussi, moi j'adorerais. Mais une fois qu'ils sont dans le jardin, c'est plus théorique dans le salon. Mais vous pensez qu'on peut pas les aider? Moi je pense qu'on peut les aider. Parce qu'il a aidé des gens, il va faire de la prison et tout ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, quand on viole la loi, oui. Ah d'accord, donc on laisse les gens crever devant sa porte, c'est ce qu'on fait en fait. Donc vous votez Marine Le Pen, et humainement, en tant qu'être humain, vous appelez la gendarmerie. C'est ça que vous faites. Vous êtes dans une vision très caricaturale. Non, pragmatique. Qu'est-ce que je fais? Moi, aujourd'hui, je pense que j'essaierai d'aider. J'y suis pas, ok? Faites-le. Non, mais d'accord. J'imagine que vous avez accueilli des migrants chez vous. Non, mais ça aussi, c'est trop facile. Je parle des gens qui habitent là-bas, vous leur dites quoi comme consigne? Moi, j'habite pas à la frontière. Vous l'avez pas fait. Non, et il y en a à Paris. Vous habitez à Paris? Ne me faites pas ce plan-là. Je n'ai pas à vous raconter. Ma grand-mère disait ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas le savoir. Est-ce que vous habitez à Paris? Non, c'est pas la question. Non, mais est-ce que vous habitez à Paris ou à côté? On n'est pas à la télé. Non, je vous assure, répondez-moi en tant qu'être humain. À quel conseil vous donnez aux Français qui sont à la frontière? Ça vous convient pas, mais c'est ma réponse. Vous leur dites d'appeler la police et de surtout pas les aider. Je leur demande, faites respecter la loi. Mais aux citoyens, il ne doit pas faire respecter la loi. Il doit éventuellement donner de l'aide aux gens qui sont en train de crever devant lui. Mais monsieur, ça c'est votre choix. Mais vous me dites que les gens sont en train de crever devant vous. Non. Non. Oui, non, c'est vrai. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Là, vous êtes dans la vie, je sais pas, des bisounours ou de oui. Mais moi, je vous parle de la vraie vie où il se passe des drames. Vous pensez que des gens qui arrivent dans des communes de France sans qu'on ait demandé l'avis à personne, de 30 migrants, 40 migrants, vous êtes allé voir ces communes? Moi, j'y suis allé. J'y suis allé. Vous avez demandé. Vous pensez que le maire n'est même pas au courant, la population n'est même pas au courant. Ces migrants arrivent. On va leur proposer quoi, ces migrants, dans un pays qui a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres? Rien. On n'a rien à proposer.
contre, on peut les aider là-bas. Et comment on fait pour les aider là-bas? Déjà, on arrête. Déjà, on arrête, comme on l'a fait pendant des années, d'armer, de financer les islamistes qui ont détruit les nations là-bas. Parce que quand Fabius expliquait en 2012, ministre des Affaires étrangères de la France, que le front Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, faisait du bon boulot, je le cite, honnêtement, on n'était pas prêt de régler le problème. Et effectivement, ça se traduit un jour ou l'autre par une crise migratoire en Europe et en France. On les aide là-bas à reconstruire des États. Ce qu'ils demandent, c'est vivre sur place. Mais carrément. Bien sûr, il faut le faire alors. Bien sûr, mettre plus de moyens sur l'ONU, mettre plus de moyens sur le HCR, faire en sorte que les demandes d'asile soient traitées là-bas et qu'on leur fasse pas prendre le risque de traverser la Méditerranée alors qu'il y a des milliers de morts chaque année, de noyés chaque année, pour ensuite leur dire soit votre dossier n'est pas accepté, soit il est accepté et on vous met où ? Dans un bidonville à la porte de Paris, dans un village où il y a absolument vous n'aurez rien à faire, où la population ne sera pas prête à vous accueillir. Non mais je ne sais pas si on n'est pas capable d'accueillir 50 000 personnes. Quand on a une puissance de 66 millions d'êtres humains, je crois que c'est jouable. Moi, je crois, mais c'est là qui nous différencie, c'est que je crois que vous êtes un bisounours. Si c'était 50 000 personnes comme cela dans un pays qui n'a jamais connu d'immigration et tout, je vous dirais bien sûr. Mais même 200 000, même je vous dirais 300. Bien sûr. Sauf que je vous le fais à 1 million, M. Philippot. Je vous le fais à 1 million. Alors 1 million, je crois déjà beaucoup moins. Je crois déjà que c'est beaucoup plus compliqué qu'on fait l'Allemagne, où c'était 1 million, et même 1,5 million. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Allemagne a perdu la trace de 500 000 migrants. Mais ils sont très mal organisés. Non, ils sont bien organisés, mais ils sont dans un espace qui s'appelle la zone Schengen, où il n'y a pas de frontières. Donc ils sont partis, probablement, on ne sait pas, en France, en Italie, en Autriche, aux Pays-Bas, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable? En fait, c'est pas tellement ce que je pense. C'est jouable en termes de sécurité. Moi, ce que je voulais savoir, c'est l'être humain que vous êtes. L'être humain que vous êtes appelle la gendarmerie. Et c'est ça qui nous différencie. L'être humain que je suis, il a... après, vous pouvez voter. Il a comme mission, comme responsable politique, comme citoyen français, d'aider ses compatriotes. Monsieur Philippot. On peut avoir ce faux humanisme en tête de dire je vais aider 7 milliards de personnes sur Terre, vous n'y arriverez jamais. Non, 15, peut-être 20, que 30. par contre, arriver à aider quelques dizaines de Français déjà chez vous, dans votre pays ou à côté de chez vous, c'est déjà un objectif que vous pourrez peut-être atteindre. Pas le Syrien noir de 15 ans. On ne vous mettra pas d'accord. Syrien noir de 15 ans. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. Vous savez, les premiers demandeurs d'asile en France ne sont pas les Syriens. Monsieur Philippot, on ne vous mettra pas d'accord. Il y avait une question très humaine et il y a une réponse politique. Non, il y a une réponse humaine. Il y a une réponse politique. Vous êtes appelé à voter. C'est une réponse politique. Je vous dis clairement, oui, un être humain est un citoyen aussi. Il y a eu des questions, toujours sur Najamine de Facebook Live. Vous savez, les postures, c'est facile. Moi, je vais vous dire, allez. Oui, on va demain accueillir toute la misère du monde et on sera tous gentils. Je vois que monsieur n'accueille personne chez lui. Vous ne connaissez pas la vie de monsieur, moi non. Il m'a dit, il me l'aurait dit. Vous n'accueillez personne chez vous. Je pense que vous n'accueillez personne. Je vous en veux pas. Mais il y a une incohérence chez vous, c'est tout. Quand on fait la leçon aux autres, on commence par se l'appliquer à soi-même. Quelques petites questions rapides. Réponse rapide, s'il vous plaît, de nos amis Freenote et Facebook Live. La première, cannabis, vous légalisez pas? Et dans les deux cas, pourquoi? Court. Non, on ne légalise pas. De toute façon, les trafics se reporteraient sur peut-être d'autres trafics encore plus dangereux. On aide les associations qui aident à se désaccoutumer. D'accord. Autre question. Est-ce que vous pensez que l'apaisement de la France passe par la suppression de la double nationalité? Je vois pas bien le rapport entre les deux. C'est une question. Je vous la pose. Oui, la suppression de la double nationalité, oui. Est-ce que c'est l'apaisement de la France si on supprime la double nationalité? Si on demande aux gens de faire un choix, oui. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'apaisement, mais c'est en tout cas un choix politique, oui, assumé. D'accord. On va calmer un peu le truc. Bon, concrètement, on voit que vous avez bien appris vos textes. Monsieur Philippot, vous êtes un très bon... Non, je ne vous permets pas de dire ça, je réponds. Vous êtes un très bon représentant du Front National. Vraiment, elle peut être très fière de vous, Si ça Marine. vous convient pas, Non, mais elle peut être très fière de vous, vous êtes un très bon élève. Mais... C'est plutôt sympa de ma part. Du coup, je vais sortir du cadre politique, parce que peut-être que je vais avoir un humain en face de moi. Je vais vous poser une question bête. Je vais vous demander si vous n'aviez pas fait de politique. Je vais quand même essayer de faire une réponse intelligente. Mais vous allez y arriver, je pense. Vous avez beaucoup de tchatch, vous avez beaucoup de charisme, vous savez parler aux gens, vous êtes très sûr de vous. Si vous n'aviez pas fait de politique, vous auriez fait quoi dans votre vie comme métier? Jardinier. Sérieusement? Ouais, je voulais faire jardinier. Mais vous êtes tendu comme jardinier un peu quand même, non? Non, j'aurais fait jardinier. Voilà. Il faut jardiner plus souvent alors, monsieur Philippot. Je le fais un peu. Vous faire du je le fais un petit peu. Ça va être sympa. Il y a une question là-bas. À votre droite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, à plusieurs reprises, on vous entend dire que la France s'est endormie, qu'il y a une éclipse. Moi, je ressens ça un petit peu de façon vexante en tant que Française.
j'ai pas l'impression de dormir ni d'être végétative. Et comme vous défendez des valeurs nationalistes et souveraines, j'aimerais savoir quelle est l'idée que vous faites d'un Français, du peuple français. Quel est le génie français? Ce sont les responsables politiques qui sont, j'allais pas dire endormis, mais pourquoi pas, ils sont en tout cas, à mon avis, à côté de la plaque. Nous, en tant que Français, on vote pour eux. On les a élus. Oui. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais on l'a fait. Il y a eu de la tromperie, manifestement. Il n'y a plus grand monde qui veut voter pour Hollande, ou en tout cas la personne qui représentera Hollande, si on en croit. Donc il prouve que les gens évoluent. Mais alors, il avait fait plus de 51 ou 52% des voix en 2000, il y a 5 ans, donc ce qui prouve que les gens aussi évoluent. Non, je crois que le peuple français est un très grand peuple. Je pense que c'est un peuple qui a son génie national, qui est vivant et qui est très politique. Quelles sont ses valeurs, ses caractéristiques, valeurs, comment on se distingue, qu'est-ce qui fait un Français? Nous avons des grandes valeurs. Nous croyons en l'égalité, en la liberté, en la fraternité, en l'égalité homme-femme. Nous avons quelques grandes valeurs qui nous caractérisent. Après, les valeurs sont aussi les valeurs de chacun. Ça, je ne peux pas rentrer, et ça fait la diversité aussi d'une société. Mais je pense que le peuple français, c'est un peuple qui est très politique. D'abord et avant tout. D'ailleurs, c'est une nation où on parle beaucoup politique tout le temps. Bon. Et ça, je pense que c'est un atout considérable. C'est pour ça que je pense qu'on va trouver un chemin pour s'en sortir, pour rebondir. Parce qu'on trouve ce chemin en débattant, en discutant par la politique. On peut avoir de vrais désaccords, on vient d'en exprimer un. C'est pas grave, c'est ça la démocratie aussi. Mais je pense que le principal, c'est qu'on puisse trouver une porte de sortie. Et je suis certain qu'avec notre peuple, qui est un peuple qui continue. Alors, il participe moins qu'avant, mais à l'élection présidentielle, il y a toujours 80-85% de participation, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui dans le monde démocratique. On peut trouver une solution. Voilà. Monsieur. Juste une toute petite question, je reviens en arrière. On parlait de double nationalité. Moi, j'ai entendu clairement Marine Le Pen dire qu'elle supprimait la double nationalité. Ouais. D'abord, pour quelles raisons? Et concrètement, comment ça va se passer pour les franco-américains, les franco-italiens, les franco-algériens, etc. Et concrètement, comment vous le faites? Si on demande simplement aux gens de choisir, il y a plein de pays où vous n'avez pas la double nationalité, mais on leur demande de choisir. Choisir une nationalité. Je suis d'accord avec monsieur, il y a plus de 3 millions de binationaux en France. Oui. Donc le franco-tunisien, en fait, qui vit avec une franco-italienne, ils sont là depuis 25 ans, ils ont leurs enfants scolarisés ici. Il y en a un qui... Comment ça se passe, en fait? Il y en a un qui garde la nationalité française, l'autre pas, l'autre il doit rentrer en Tunisie, vous le gardez. C'est pas parce que vous êtes étranger que vous devez rentrer. Non, mais comment ça fonctionne, en fait? Non, mais votre question, il y a cette idée-là. Parce qu'on est étranger clandestin, oui, on n'a pas vocation à rentrer en France. Mais là, vous parlez d'étrangers en situation légale. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on ne peut pas vivre en France. Pardon. Il y a des gens qui vivent en France depuis 20 ans, 25 ans, qui sont étrangers. Et qui parlent de français qu'on l'a de nationalité. Non, mais monsieur me dit, s'il abandonne sa nationalité française, par définition, il n'est plus français. Bon. Pourquoi il l'abandonne? Il n'a pas envie d'abandonner. Mais alors, donc, il garde la nationalité française, on lui laisse le choix. Ah, vous lui laissez le choix? Mais bien sûr, je l'ai dit 3, 4, 5 fois. Donc, une mère américaine, un père français, il doit choisir. Il vit en France, mais il doit abandonner la nationalité américaine, le cas échéant. Si la personne a les deux nationalités, oui. Mais pour quelle raison? Moi, je pense que ça tient à la conception de la nationalité. Je pense que la nationalité, c'est... Comment? C'est exclusiviste. C'est exclusif, la nationalité, oui, je le pense. Je pense qu'il y a une fidélité politique, il y a... Comme une langue? Non, pas que vous pouvez parler... vous avez votre langue maternelle, vous pouvez parler plusieurs langues, mais ça n'empêche pas d'ailleurs que vous pouvez avoir... Vous savez, quand vous venez d'un autre pays, vous pouvez conserver un attachement à ce pays... fêter des choses traditionnelles de ce pays, continuer à maîtriser la langue est très bien, c'est une richesse. Mais je crois que la nationalité, c'est un effort d'assimilation, c'est un attachement, c'est une loyauté. Il y a quelque chose notamment, on est heureusement qu'on n'y est pas, mais on ne peut pas exclure qu'on ne le soit pas. Il y a un petit paradoxe. Qu'on soit à jamais débarrassé de ce phénomène, mais je sais que vous voulez pas l'entendre, notamment en période de guerre. Oui, alors. Si vous êtes face à un pays dont vous avez aussi la nationalité... Monsieur Philippot, il y a un tout petit paradoxe. Imaginons, je suis né d'un père américain et d'une mère française. Ouais. J'aime mes parents, j'ai envie d'être ce qu'ils sont. Donc je suis un peu machin, je suis un peu truc. Donc je ne vais pas avoir envie de choisir pour l'un ou pour l'autre. C'est comme si vous me demandiez de choisir ou pour mon père ou pour ma mère. Il y a un petit paradoxe qui est l'amour qu'on peut avoir pour ses parents. Ouais. Mais moi, je parle aux citoyens.
Je rentre pas dans votre vie privée. Non, mais ça fait la deuxième fois. Vous aimerez toujours autant votre c'est la deuxième fois père que et votre vous nous faites mère. une réponse. Là, tout à l'heure, c'était parce que monsieur, vous étiez une réponse politique parce sur une que question je suis humaine. pas ici, Moi, je vous pose une question humaine. C'est mon choix ou je ne sais quoi. Je suis dans une émission où je vous réponds en tant que responsable politique. D'accord. Oui, mais je vous parle en tant que... Moi, vous savez, si vous voulez que je rentre dans votre vie privée, je pense qu'on n'est plus dans un champ démocratique. Non, mais là, c'est pas la vie, c'était des cas très cités. Mais si, parce que vous dites l'amour pour une personne, je ne le remets pas en cause et vous le garderez, je l'imagine. Mais moi, nous ne concourons qu'à une élection, en l'occurrence Marine Le Pen, à l'élection présidentielle, qui vise à faire des lois et à définir un cadre social, un pacte citoyen et un pacte social. Pas plus, on ne rentre pas dans les choix affectifs des gens. J'ai compris la réponse politique. Vous voyez ce que je veux dire, mademoiselle? D'abord, on fait dans l'ordre. On débriefera après, ne vous inquiétez pas. Alors, le FN façon Philippot et Marine Le Pen, finalement, s'abrogerait de certains clivages, sauf que les clivages des autres vous arrangent bien parfois. Vous êtes livré à un petit exercice de mathématiques il n'y a pas si longtemps que ça. Pour vous, la sociologie électorale aujourd'hui du FN, c'est 10% d'anciens électeurs de François Hollande, 10% d'anciens électeurs mélenchonistes, 15% d'anciens électeurs sarkozystes, et vous dites, ouais, mais si on reste dans un dialogue droit-droite, on ne fera que 5%. Ça veut dire qu'il y a quand même une stratégie électorale au FN. Elle est quand même très précise, il y a des stratèges qui y travaillent. Tout le monde a une stratégie. Après, ces chiffres-là, je ne sais pas trop d'où ils viennent, mais ils correspondent... Oui, mais je ne sais plus dans quel article, mais ils correspondent effectivement à la réalité aujourd'hui que vous pouvez constater dans les intentions de vote. Nos électeurs, ils viennent un peu de partout. Et notamment, si on regarde l'élection de 2012, il y en avait 1 sur 10 qui votait avant Hollande, qui votait Mélenchon, 1 sur 6 qui votait Sarkozy. Bon. Mais ça, c'est pas très intéressant à la limite. Mais pourquoi l'enfermement dans le clivage droit, enfin dans le clivage droit-droite, ce qui veut rien dire, mais aujourd'hui, faire ce qu'on appelle l'union des droites, oui, je pense que ça n'a aucun sens d'abord. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 2 stratégies. Parce que quel lien idéologique avons-nous avec les Républicains? Aucun. Ça c'est ce qui nous regarde vous, mais aujourd'hui, il y a quand même 2 tactiques politiques qui s'affrontent pour 2017. Les stratégies, en effet, de primaire, de parti, et on a vu, en tout cas, sur la primaire de la droite et du centre, que finalement, ça fonctionnait. Des électeurs, OK, de droite, voulaient un candidat de droite. On va voir comment ça se passe pour la belle alliance populaire. Et puis, il y a une autre stratégie, à la Emmanuel Macron, qui dit, OK, moi aussi, je m'affranchis de tout clivage. Votre vrai challenger dans cette élection, c'est qui? C'est Emmanuel Macron? Je pense qu'on sera au second tour et ce sera celui que les Français voudront mettre face à Marine Le Pen au second tour. Sauf qu'aujourd'hui, ces cartes, elles sont rebattues. Mais Macron, moi, je vous le dis clairement, je ne crois pas du tout... Enfin, il est ultra-système. Son anti-système, c'est la même posture anti-système que Bayrou en 2007. Donc on va s'affronter sur le slogan Macron, il est ultra-européiste. Ça va être ça votre argument de vente. Pour le coup, il adore la politique de Merkel, ce qui est logique. Macron, il a un passé, il vient de la grande finance, il est là pour... Sa loi Macron, c'était une loi dictée intégralement par Bruxelles. Donc c'est logique qu'il aime aussi l'immigration massive. Donc c'est la même logique ultra-capitalistique. Et il est ultra-européiste. Donc il est ultra-système. Il coche toutes les cases du système. Donc, après, il a une posture et il est très aidé par les médias pour l'instant. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a touché à cette question tout à l'heure. Donc je ne sais pas qui sera... Mais pour moi, leurs programmes sont très semblables. J'aurais du mal à vous dire l'un ou l'autre. Donc vous attendez de voir l'ensemble des offres politiques pour vous décider un peu comme le programme que vous présentez moi je sais en pour qui je février. vote. Mais... J'avais promis à Florian Philippot qu'on le libérait vers 8h10. Encore 2 dernières questions, monsieur et monsieur. Je souhaitais répondre sur la binationalité. J'étais binational, j'ai fait le choix d'abandonner ma double nationalité. Abandonner une double nationalité, c'est pas abandonner une culture, c'est de me dire que nous sommes citoyens de la République française avant d'être citoyens du monde, et je suis fier d'être citoyen de la République française. Bravo. Monsieur Philippot, une grosse majorité de jeunes votent aujourd'hui patriotes, votent Front National. Comment expliquez-vous cette adhésion de la jeunesse? Alors je sais pas si on a déjà une grosse majorité de jeunes, mais on est en tout cas en tête chez les jeunes. Je pense que vous pouvez répondre court. Pourquoi? Je pense que parce que les jeunes n'ont pas grandi dans le clivage gauche-droite, donc je pense que... Donc ça leur parle, je pense. Non, mais il faut que monsieur précise qu'il est militant au Front National. Ce serait bien de le dire. Et je précise que l'émission nous a demandé de l'amener. Aucun problème. C'est pas grave. Aucun problème. C'est mieux de le savoir. C'est pour ça que j'ai dit... Non, c'est pour ça que moi je dis qu'on n'est pas encore à une grosse majorité. Tout le monde va avoir la parole ici. Dernière question. Alors, moi j'ai une question pour... Mais je pense... Non, je réponds quand même à sa question. Ouais. C'est pas parce qu'il est militant. Non. Moi je ne le suis pas. Moi je pense que la jeunesse a le front... Parce que beaucoup feront, en tout cas, on nous met en tête, parce que déjà ce clivage droite ne lui parle plus, et parce que
Elle n'a pas envie de subir le déclassement qu'elle a pu voir. En fait, la jeunesse, elle vote plus parce qu'elle sait plus pour qui voter, parce qu'il n'y a personne qui lui parle. Vous verrez qu'à la non, présidentielle, concrètement, je vous le dis, aujourd'hui, la jeunesse, elle ne sait pas pour qui voter. Voilà, concrètement. Aujourd'hui, on est tellement amené à voter contre des partis qui émergent comme le vôtre ou comme les extrêmes. Oui, non, mais je vous le dis concrètement, aujourd'hui, la jeunesse, si elle vote, c'est par dépit, c'est plus par intérêt. Vous réunissez pas les gens parce que vous n'êtes pas par vos idées. Non, mais je vous le dis, regardez les chiffres, monsieur Philippot. Mais regardez les chiffres, il n'est pas la jeunesse, sûrement autant que je le suis pas, ça c'est sûr. Personne n'est la jeunesse. Donc concrètement, aujourd'hui, la jeunesse profonde de la France, la jeunesse de la France, la grande majorité ne sait pas pour qui voter, parce qu'ils en ont un petit peu marre d'être justement embarqués dans des clivages de conflits permanents. Vous essayez de nous convaincre avec la peur, en fait. Vous essayez de nous convaincre avec la peur des Français. Je trouve pas que ce soit hyper intelligent pour donner envie aux gens de voter pour. Je pense que vous avez un présupposé à la base. Non, alors et j'avais parfaitement le droit de l'avoir. Je ne crois pas qu'ici, objectivement, on pourrait regarder la bande, que j'ai fait preuve de peur. J'ai essayé de donner des perspectives politiques Daesh, qui ne sont pas celles, le djihad, les immigrés, vous êtes incapable de répondre. Vous utilisez encore une fois des arguments. C'est une réalité. Mais oui, mais vous utilisez le clivage de peur de l'argument, alors qu'il y a deux façons de voir les choses, monsieur Philippot. Il n'y en a pas qu'une seule. Au bout d'un moment, on va affronter la réalité, mademoiselle. On ne va pas considérer que Daesh, ça n'existe pas. Non, alors on ne va pas considérer que le chômage de masse n'existe pas. Que le rôle du politique, c'est de prendre les problèmes tels qu'ils sont et d'y apporter des solutions. Il n'y a pas que ça, monsieur Philippot. Je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord. C'est la dernière question, s'il vous plaît. Je pense qu'elle essaiera de conclure. Imaginons, je vais vous faire plaisir. Mois de mai, votre candidate remporte les élections présidentielles françaises. C'est quoi les 3 premières mesures que le Front National met en place dans le pays? Il y en aura une essentielle. Je pense que Marine Le Pen ira immédiatement à Bruxelles pour dire on va récupérer notre liberté de peuple. Donc soit on négocie ensemble et vous nous redonnez nos souverainetés, soit on fait de toute façon on fait un référendum et au bout de 6 mois on demande de sortir de l'Union européenne. C'est une mesure essentielle pour tout le reste. On parlait tout à l'heure d'économie, mais dans tous les domaines. Prenez un micro. Ah non, avant. Donc, oui, le référendum est une arme de négociation. Enfin, oui, je vous dis. C'est la méthode Brexit. Tout de suite après l'élection, il faut faire un référendum et demander l'avis aux Français avant d'aller demander sortir. Peut-être que vous seriez surpris finalement. Oh, si Marine Le Pen vient de faire plus de 50% des voix sur un programme clair, je pense que le référendum serait à beaucoup plus que 50%. Il y a une amplification généralement. Le programme clair, j'ai essayé de sortir parce que effectivement, on a toujours tendance à retomber sur les sujets que vous cristallisez. Mais sorti de votre rhétorique, je trouve, en tout cas, vous n'avez pas de profondeur dans votre programme. Sur l'écologie, vous m'avez répondu que vous aimiez l'hydrogène. Ok, mais voilà. Mais... monsieur m'a dit au bout de 3 secondes qu'il fallait arrêter de parler. Donc, on peut parler de tout. Si on peut continuer à parler de la transition énergétique. Allez-y. Oui, on peut continuer à parler de la transition énergétique. On peut parler de la biomasse. On peut parler de... Marine Le Pen va aller visiter un barrage. On peut lutter contre la privatisation des barrages. On peut essayer de... il y a plein de choses à faire. Non mais bon, alors donc on sort... Ok, référendum, on sort de l'Europe. Après, mais il se passe quoi? Les circuits courts, si vous trouvez ça... Si les circuits courts, vous trouvez que c'est simplement de la rhétorique, si la filière hydrogène, vous trouvez que c'est juste de la rhétorique, vous avez le droit. Moi, je vous dis que c'est des choses concrètes. Les circuits courts, vous reclamez dans votre travers de repli national. Mais les circuits courts, monsieur, c'est défendu par tous les vrais écolos aujourd'hui. Vous aviez Jadot, non? Il vous a pas parlé de circuits courts? Je suis certain qu'il vous en a parlé. Je suis certain que Jadot vous a parlé des circuits courts. Et vous ne direz pas que Jadot est un affreux nationaliste qui surfe sur les peurs. Alors voilà, j'en ai qu'une là pour le moment. Ah, sur les 3 mesures. 3 mesures. C'est un peu marketing, ça. Hein. Parce que un programme, quoi. Il y a un programme clair, normalement. Non, je crois que Oui, mais je crois que retrouver notre souveraineté, c'est une grande mesure. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir de Schengen immédiatement. Ça, on peut le faire immédiatement. On peut mettre en place... Pour l'école, qu'est-ce que vous ferez pour l'école? C'est très important. Mettre 50% d'enseignement du français à l'école primaire. 1 heure sur 2 consacrée à l'enseignement du français. On peut le faire tout de suite aussi, ça, puisqu'on est encore à peu près souverain sur ce domaine-là. Dès la rentrée 2017. Dès la rentrée 2017. 1 heure. Non, vous n'aimez pas le français? J'adore le français, 50%. Ah ouais. Vous êtes contre, mais c'est réclamé par beaucoup de monde. Parce que vous avez un gamin sur 4, non, mais vous avez un gamin sur 4 qui arrive en 6e, il ne maîtrise pas la langue. Voilà. Alors vous avez sûrement eu la chance de maîtriser la langue, moi aussi je l'ai eu cette chance. Je vous assure que quand le gamin ne maîtrise pas la langue, bonjour ensuite pour aller trouver du boulot. C'est impossible. Donc on imagine, pour savoir lire, écrire et comprendre. C'est les fondamentaux de l'école primaire. Pensez au micro, s'il vous plaît.
Non, je vous dis, l'essentiel des mesures, ils se passeront à Bruxelles et ce sera de retrouver notre souveraineté nationale. Parce que si on n'a pas cette souveraineté, on ne peut pas faire le patriotisme économique, on ne peut pas faire le contrôle des frontières, on ne peut pas faire le protectionnisme. C'est compliqué quand même. Est-ce que vous ouvrirez notre ambassade de France à Damas dans le mois qui suit comme Fillon? Oui. Nous reprendrons les relations diplomatiques, exactement. J'avais promis, vous restez, vous partez? Ah non, j'y vais. Ok. C'était un plaisir. Merci monsieur. À bientôt. Je vais vous raccompagner, puis ensuite on va reparler ensemble. Venez, je vous en prie.